Presque tout le 20e siècle a été dominé par la révolution soviétique, en fait. Les conséquences de la révolution soviétique. Et le 20e siècle, c'est aussi, naturellement, le siècle du cinéma. C'est le moment où le cinéma est l'art avec le roman le plus populaire. Et ben, ça veut dire que les Soviétiques, ils ont fait des films, comme tout le monde, des films de science-fiction en particulier, qui est le sujet de cette série. Et j'en ai regardé un. J'en ai regardé un hier qui s'appelle Per Aspera ad Astra. Et on va s'interroger aujourd'hui à savoir pourquoi c'est bon, est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'il y a de bon, puis on va regarder est-ce que c'est, à quel point c'est idéologique, à quel point c'est, comme on l'affirme parfois de tout le cinéma de genre soviétique, à quel point est-ce que c'est juste des gros films de propagande. C'est une bonne question. Donc, bon, ben c'est ça. Qu'est-ce que c'est Per Aspera ad Astra? Il y a de nombreux titres pour ce film-là qui a été distribué en différentes versions dans le monde anglo-saxon, dans la francophonie, etc., en Occident. Donc, Humanoid Woman, à travers les ronces vers les étoiles, qui est la traduction de cette expression latine qui fait office de titre. Donc voilà. Et ben, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un film de 81 qui raconte l'histoire d'une femme extraterrestre qui est retrouvée dans un vaisseau qui flotte dans l'espace. Alors, on a un vaisseau d'exploration. On est dans le futur, il y a un vaisseau plus ou moins d'exploration qui découvre donc cette navette à l'abandon qui vient d'une autre planète, d'une planète inconnue. Et à l'intérieur, ils vont à l'intérieur et ils découvrent qu'il semble y avoir eu des clones, des expériences de clonage à l'intérieur de cette navette. Et ils découvrent une seule survivante, une de ces clones, justement, la femme humanoïde du titre. Et ils la ramènent. Le film est divisé en deux parties. La première partie, qui dure environ 1 heure, nous présente l'apprentissage de l'humanité par cette femme-là. Alors, ce qui arrive, c'est qu'elle est ramenée aux autorités internationales, des centres de recherche internationaux, qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Et un des savants de la bande, un Russe, dit, ben, je vais la ramener chez moi, je suis spécialiste des cultures extraterrestres, une affaire du genre. Là, il y a une raison. Je vais la ramener chez moi, puis je vais lui apprendre l'humanité. Parce qu'il y a un débat à savoir, est-ce que c'est vraiment un être humain ou pas? Est-ce que c'est une machine ou un être humain? Un peu comme dans l'épisode de Star Trek, le bien connu Measure of a Man. Là, je pense celui qu'on cite souvent comme le meilleur de la série. Donc, il y a un peu cette question-là. Puis, fait que ce savant russe dit, non, on va la ramener chez moi. Et puis, je vais vous montrer, moi, qu'on peut lui montrer l'humanité, n'est-ce pas, lui apprendre l'humanité. Et ils font ça, mais à peu près, c'est ça, après 1 heure et quelques, arrive un ambassadeur d'une autre planète, qui est la planète d'origine de cette femme-là, et qui vient demander de l'aide à l'humanité parce qu'ils ont des graves problèmes environnementaux. Et la deuxième moitié du film, c'est... nos personnages vont sur la planète pour offrir de l'aide, pour nettoyer avec leur technologie du futur toute cette pollution. Mais notre femme humanoïde, la clone, là, on voit bien qu'elle sent qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose, on nous dit pas tout. Et elle se faufile à bord du vaisseau et se ramasse donc sur cette planète. Et la dernière partie du film, ben c'est qu'est-ce qui se passe quand ils sont rendus là. En gros, c'est ça. Ben avant toutes les questions d'ordre idéologique, là, la première question, c'est pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon ici parce que les images sont belles, en partant. Les décors sont beaux, les costumes sont beaux, le cadrage est beau, c'est un film futuriste qui avait, pour un film soviétique qui semble avoir eu un assez bon budget,
En plus, le réalisateur, c'est pas son premier film de science-fiction. Là. Viktorov, il a réalisé deux autres films que j'ai déjà vus, que j'avais bien aimés. Plus des films pour enfants, adolescents. Là. Moscou, Cassiopée, puis c'est en deux parties. Mais fait qu'il y a de expérience dans le genre. Je pense qu'on peut dire que ça paraît. En tout cas, visuellement, ça marche bien. Là. C'est ça, là, toute la conception visuelle, ça marche très bien. Aussi, l'actrice qui fait cette femme humanoïde, la clone, là, j'oublie son nom, j'aurais dû le marquer, Nia, je pense. C'est quelque chose comme ça. Ben, elle est très bien choisie. Elle a elle a le physique de l'emploi. C'est une belle femme. C'est ça. Avec la coupe de cheveux qu'ils lui ont faite, il y a des cheveux très ras. Puis sa présence, on a quasiment l'air d'être une danseuse classique, là, un arc-bouge un petit peu. Elle a une bonne présence à l'écran, puis c'est un bon choix pour ce film-là. Pour ce rôle-là. Puis c'est un peu aussi grâce à elle jusqu'à un certain point que le film marche, parce que si elle n'avait pas été bonne, ben on aurait été mal pris. Elle a joué, je pense, dans un ou deux autres films de genre, l'actrice, mais bon. C'est son rôle vraiment, là. Si on la connaît d'habitude, c'est pour ce film-là. Donc, c'est ça. L'actrice est bonne, les décors sont bons. Il y a un bon sentiment de mystère, encore une fois. Certainement toute la séquence au début où on découvre cette navette extraterrestre. OK, les pilotes ne la trouvent pas dans leur base de données de vaisseaux de toutes les planètes qu'ils ont rencontrées. Ils ne savent pas c'est quoi. Puis là, ils vont sur le vaisseau, puis c'est une ruine. Il y a un peu le sentiment, un petit peu comme dans Alien, là, de Ridley Scott, le film bien connu. Puis, c'est ça, ils vont à bord du vaisseau, puis là, ils trouvent ces ruines, puis là, il y a les cadavres extraterrestres qui flottent. Ça, c'est cool, ça, ce bout-là. Ça dure pas longtemps, ça dure quelques minutes, là, 5 ou 10 gros max. Mais c'est très bon, ce bout-là. Puis, c'est ça, encore une fois, les films de science-fiction, souvent, quand il y a un mystère, ça marche bien. Quand tu réussis à avoir un bon climat de mystère, ça aide beaucoup à... Ça rend le film très intéressant. Puis ici, c'est le cas. C'est pas toujours habile, puis j'y reviendrai peut-être tantôt, mais c'est ça. Le film est beaucoup porté, certainement dans la première moitié, par OK, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est qui ces gens-là, les extraterrestres, les clones, pourquoi ces affaires de clonage. Puis elle a des pouvoirs, elle a toutes sortes de pouvoirs, elle peut se téléporter, elle n'a pas besoin, elle peut respirer, elle n'a pas besoin de respirer essentiellement, ou pas beaucoup, là, elle résiste aux intempéries, un paquet d'affaires comme ça. C'est une genre de surfemme, là, essentiellement. Et donc... Fait que c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, ça, il y a un bon mystère. Puis quand on découvre, quand les visiteurs de sa planète débarquent, ben là, OK, on sait maintenant de quelle planète elle vient, mais le mystère n'est pas résolu complètement, parce qu'en même qu'il s'approfondit en vérité, puisque c'est ça, comme je disais tantôt, OK, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est plutôt clair qu'ils nous disent pas tout. Puis ce qu'on va découvrir, en fait, c'est ça, c'est que... puis c'est là où ça tombe un petit peu. Ça commence à être dans les questions de est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est idéologique? Ben c'est ça, leur planète a été détruite. Non seulement leur planète a été détruite sur le plan environnemental par la pollution puis par la guerre, mais... il y a des méchants capitalistes. Il y en a un en particulier. Puis il n'est pas subtil. C'est un nain déjà. Ça fait que c'est pas parce que c'est... Vous comprendrez bien que c'est pas parce que les nains c'est méchant, mais si tu mets un nain dans le rôle de ton méchant, c'est une image visuelle forte, là, parce que tu le mets à part. Je sais pas. Je veux dire, ne me cancellez pas, s'il vous plaît. Mais, soyons sérieux, c'est ça. Si tu mets un nain pour faire ton méchant, c'est parce que,
Ça donne l'effet que c'est un genre. Mais ils utilisent ça intelligemment, en fait. Parce que le pathos du personnage, là, j'anticipe un petit peu, mais j'y avais pas pensé. C'est un punch, en fait, que le personnage est un nain. Et puis, en y pensant maintenant, comme je disais, c'est le, le personnage cesse d'être complètement caricatural à ce moment-là. Il demeure plutôt dans l'ensemble, mais c'est ça, comme je disais, son pathos vient de là, son émotion vient de là, son conflit intérieur vient de là. Regardez-moi, un peu comme Richard III, n'est-ce pas? I that am not made for sportive tricks. Là, le monologue au début de Richard III, où est-ce qu'il dit Richard III, donc, je suis bossu, je suis laid, je pogne pas avec les filles. Pas pour mes beaux yeux, en tout cas. Je suis un guerrier. Bon, ben, ok, je vais être un méchant d'abord. Now is the winter of our dear's content, là, le fameux monologue de celui-là là, de Richard III. C'est ça que ça raconte. Hein. Puis notre nain notre nain méchant capitaliste sur cette planète lointaine, il fait à peu près le même discours. Puis, en y repensant, ça aussi, c'est pas pire, en fait. Mais bon, si on veut voir là une forme de nuance dans ce personnage, c'est la seule place qu'on va en trouver, parce que le reste du temps, c'est une caricature grotesque. Bon, mais est-ce que c'est plus une caricature grotesque que les communistes qu'on voit dans les films américains tout le temps? Ben justement, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Mais avant d'aboutir vraiment dans le sujet, je vais finir sur ma liste rapide de pourquoi c'est bon. Bon, il y a des séquences... Quand il arrive sur l'autre planète, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Parce qu'ils ont tourné ça dans une genre de carrière ou de dépotoir, là. Un peu comme dans les Doctor Who, là, c'est souvent filmé dans des carrières, là. Ou un centre d'assainissement de quelque chose. En tout cas, ça a l'air d'une planète dévastée sur le plan environnemental. Puis ils ont mis un filtre sur la caméra, ce qui fait que ça donne une couleur orangée là, à l'image. Un petit peu aussi comme je pense, dans Hardware là, de Richard Stanley, un peu genre, ce genre de film-là. Et puis, c'est ça, la direction photo sur l'autre planète est super cool. Puis, tous les extraterrestres qu'on accueille, bon, ils peuvent pas respirer à l'extérieur, ça fait qu'ils portent des masques. D'ailleurs, des masques qui leur sont vendus par le méchant capitaliste. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune, entre autres. Et ça marche bien. Cette apparence qu'ils ont avec ce masque étrange. Il y a des masques à oxygène, là, style Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de gens qui portent ça, mais il y a aussi ce masque très curieux qui, peut-être parce qu'il ne nous le montre pas trop en gros plan, mais à la distance qu'il cadre, là, ça marche, ça, c'est cool. Puis, c'est ça, il y a une sorte de créature mutante qui arrive à la fin, là, et puis c'est une genre de masse globuleuse proto-shogotesque, c'est pas une sorte de créature vaguement... c'est ça, comme le Shoggoth de Lovecraft, là, c'est une masse globuleuse de chair amorphe, là. Bon, ben ça, c'est cool, ça. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais dans ce genre de créatures amorphes-là, on en voit dans les films américains parfois. Là, j'oublie les titres pour l'instant, mais je peux penser au moins à 2-3 films où il y a des créatures comme ça. C'est de loin la plus réussie. Celle-là, elle marche pour vrai. Là, puis d'habitude, c'est fait avec une... souvent, ça va être avec genre du savon à vaisselle, là, du savon liquide ou du savon qui mousse. Là, il y a de ça, mais il n'y a pas que de ça. Là, ça marche. Okay, c'est ça, le genre de Shoggoth de créature donc amorphe, monstrueuse, là, qui bouffe la chair. Ça, c'est cool. Donc, c'est ça. Puis, une autre affaire qui est cool, c'est que, bon, c'est ça, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais la femme mutante, la clone, là, notre héroïne, c'est ça, son créateur, c'est un savant qui s'entend que sa planète n'a aucune chance de survivre,
Donc, créer ces clones-là pour qu'eux remplacent sa race, essentiellement. C'est à peu près ça l'idée, là. Donc, eux sont adaptés pour pouvoir survivre dans cet environnement-là. C'est à peu près ça l'idée. Puis, ben, il y a plusieurs affaires qui sont intéressantes. Il y a au moins 2 trucs qui sont intéressants par rapport à ce personnage-là. La première, c'est que il est assez ambivalent, en fait. C'est pas clair du tout à quel point il est gentil puis à quel point il est méchant. Il est un peu les deux, en fait. Euh, puis... tu sais ça, c'est le créateur de la femme clone. Il a fait ça pour... c'est ça, pour aider sa planète, mais c'est lui qui a créé le fameux Shoggoth, déjà en partant. Puis, euh, c'est ça, là. Il parle, là, il y a plusieurs scènes où on le voit parler au clone, là, en flashback, là. Puis, tu sais, je suis votre père, c'est un lourd sacrifice que nous avons à payer maintenant, mais c'est pour le bien-être de notre planète, etc. Ça, fait que c'est ça, il y a un côté affectueux, il y a un côté don de soi et tout ça, mais en même temps, c'est un peu c'est un gars, c'est mentionné d'ailleurs directement dans le film, c'est un gars, son principe, c'est pas mal la fin justifie les moyens, hein, donc il part du principe que sa race va être anéantie, bon, puis... il y a un mélange dictateur messianique, essentiellement. C'est un peu ou chef de secte, un peu toutes ces affaires-là. Et donc, il dégage un peu ces genres d'énergie-là par moment, mais pas tout le temps. Puis, ce dosage-là, et ça, c'est intéressant, honnêtement. C'est pas pire, ça. C'est dur à réussir, puis ce film-là, il n'est pas tout le temps très subtil, en vérité. Donc, mais ça, ça marche très bien. Puis, un autre détail qui est cool, c'est que c'est pas des clones du savant, hein, c'est des clones de l'ambassadeur de l'espace qui est revenu. Le gars qui arrive au milieu du film, l'ambassadeur, c'est des clones de lui, en fait. Puis on l'apprend en flashback parce que c'est lui qui a donné les cellules au savant. Puis il est prodigieusement c'est sous-entendu, mais dans ta face, là, ça a l'air pas mal évident qu'ils sont amants, en fait. C'est une relation gay. Puis, aujourd'hui, c'est pas un secret, en tout cas, à date, en 2022, là, quand je parle de ça. Bon, ben, des histoires d'identité sexuelle, on entend parler beaucoup de ça. C'est très, très, très... dans le vent comme sujet, on va dire. Il y a beaucoup de films. Tout le monde parle de ça depuis des années. Okay. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Hein? Puis certainement en URSS, je pense pas que c'était très bien vu. Puis là-dedans, c'est juste là. Et il te montre clairement que c'est ça. Mais il n'y a aucun jugement qui est posé, puis c'est clair qu'ils s'aiment ou qu'ils ont de l'affection, une profonde affection. Là. Ils se font des caresses, là. Ils se caressent le visage. Bon, ben, j'ai des amis très proches de gars, on se caresse pas le visage. C'est bien rare. OK? C'est des amants. C'est clair que c'est des amants, tu sais. Puis quelqu'un fait un commentaire là-dessus à un moment donné. Puis... ça donne vraiment beaucoup d'humanité à ces personnages-là, parce qu'ils sont clairement habités là, par cet amour tragique-là, en vérité. Puis c'est tragique, entre autres, parce que là, je vous vends un punch, mais il y a une trahison, il y en a plus qu'une même, mais... il a trahi. Je vends vraiment un punch du film, mais on découvre vers la fin du film que c'est ça. Cet ambassadeur-là a trahi son amant. C'est à cause de lui que le vaisseau a explosé et qu'il est à l'abandon. Puis il y a des raisons pour ça, mais ça marche. Ça, c'est cool. Il y a le sentiment de culpabilité du gars, il y a son ambivalence. Fait que c'est pas mal d'affaires cool, mine de rien. T'sais. C'est pas mal d'affaires relativement subtiles et nuancées.
Le problème du film, il y en a une couple, là, mais le problème, c'est que c'est pas tout le temps comme ça. Puis c'est étonnant à quel point des fois c'est subtil et nuancé, puis des fois c'est juste gros puis dans ta face. Euh, Puis ce que je veux dire par là, c'est pas tant que c'est idéologique dans ta face, mais que c'est les affaires sont pas amenées. L'évolution du scénario en général, c'est un film de 2 heures et demie, fait qu'on croirait qu'il prend le temps de présenter les affaires pendant ce temps-là. Mais c'est pas le cas. Ça va être. C'est juste long. C'est juste le film est long parce que le film est long, mais c'est pas parce qu'il prend le temps de placer ses morceaux. C'est juste, tu sais, quand on découvre le Shoggoth, là, le fameux monstre mutant là, qui bouffe la chair, là, cette masse blanche, là, euh, on l'apprend dans les 15 dernières minutes du film, peut-être. Là, t'sais. Puis l'affaire de truc d'amant gay ou je sais pas trop quoi, c'est 5 minutes dans le film, hop, c'est un punch, hop, on l'apprend là, puis en part, tu sais, bon, c'est souvent comme ça, c'est les événements sont pas préparés. C'est pas tout comme ça. La fille a des pouvoirs psychiques, comme je le mentionnais, on le voit dès le début, ça c'est placé. Elle peut se téléporter, ça revient. Donc, c'est un truc d'intrigue, un élément d'intrigue qui est préparé. Mais la plupart, il y en a quelques-uns comme ça qui sont bien placés, mais il y a beaucoup d'éléments d'intrigue qui. Ça retontit comme un cheveu sur la soupe. Puis, c'est 5 minutes dans le film, puis c'est peut-être relativement important, mais après ça, hop, on passe à d'autres choses. Tu sais. Il y a un épisode, entre autres, où est-ce qu'ils font un détour, puis pour une autre, quand ils se dirigent vers l'autre planète, là, la planète polluée, la planète de la fille, il y a une séquence d'environ 5 minutes où ils font un détour pour aider une autre planète là, qui a des problèmes, puis qui finit par exploser. Bon, ben c'est cool comme moment, mais ah, nos amis étaient sur la planète. Ben, si tu me les avais montrés au début du film, ça m'aurait plus rejoint, tu sais. Donc, il y a un peu de ça, tu sais, quand Alderaan, la planète de la princesse Leia, explose dans le premier film La Guerre des Étoiles, là, celui de 77, là, 78. Euh, c'est ça, sa planète explose. Bon, fait que ça fait de quoi parce qu'on sait que c'est sa planète puis on sait que c'est là qu'elle allait, mais euh, il y a 4 milliards de personnes qui meurent sur la planète. Je sais pas le chiffre exact, mais on n'a jamais vu un. Le seul habitant de la planète qu'on a vu, c'était la princesse Leia. Ça fait que ça, c'est pas ça marche dans le film, mais c'est pas hyper dramatique, la vérité, là, cette séquence-là. C'est plus. On voit que c'est dramatique pour les personnages, mais il n'y a personne qui a le cœur brisé quand Alderaan explose, là, soyons sérieux. Là. Puis c'est parce qu'il n'y a pas d'investissement émotif vraiment tant que ça, puis il n'y en a pas parce qu'on n'a jamais vu personne, parce qu'on connaît personne sur cette planète-là, c'est plate, hein. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a une séquence comme ça de 5 minutes dans Per Aspera ad Astra. Et puis, il y a plusieurs passes comme ça, où est-ce que c'est, comme je dis, c'est pas préparé. Mais c'est ça, c'est précipité. Il y a aussi un truc où est-ce que souvent les personnages sont un peu des caricatures lourdingues. Pas tant le capitaliste, là, lui, oui, mais aussi, tu sais, la fille, donc, elle est accueillie chez la famille du savant. À peu près tout le monde est une caricature. Tu sais, la mère, la vieille mère, plus ou moins vampire affective, là, c'est un cliché, son père, le savant distrait, c'est un cliché. Puis le fils du savant, le fils du savant qui accueille la fille, c'est le comic relief là, du film, c'est lourd. Il est lourd, ok? Un personnage charmant, zéro charme, je vous le dis là. Puis, il y a une. Tu sais, le film une des trames narratives principales du film, c'est la relation d'amour qui va donc se développer entre ce jeune garçon et la clone. Puis, c'est pas que ça. C'est pas. Ça fait complètement patate, là, cette séquence, cette affaire-là, mais. Écoute, il est niaiseux. Tu sais, il fait des blagues niaiseuses.
Fait que moi qui tombe en amour avec la femme clone, je m'en tamponne un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Mais bon, fait qu'il y a des affaires comme ça, tu sais. Une affaire qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de... Puis là, j'achève là-dessus. Après ça, je vais faire ma petite divagation là, sur le truc idéologique, parce que je pense quand même qu'il y a des questions intéressantes que je n'ai pas encore parlé. En regardant le film, je me disais, il faudrait vraiment que je me fasse des cartes de bingo de films de science-fiction. D'ailleurs, j'ai commencé une esquisse, là. Si je l'ai fini, là, je mettrai des PDF sur mes vidéos pour que les gens puissent télécharger. Là. Mais le principe, c'est OK. C'est genre, OK, c'est une. Si tu avais une carte de bingo de science-fiction, puis à toutes les fois qu'il y a un robot, si tu regardes le film et qu'il y a un robot, tu mets une pinouche, puis un extraterrestre, tu mets une pinouche, là, il y aurait beaucoup de pinouches. Parce que j'ai compté, hein, on a des extraterrestres, plusieurs sortes en fait. C'est dans le futur, donc voilà, science-fiction. On a des vaisseaux spatiaux, on en a plein en fait. On a des mutants, pas juste là, le genre de Shogun dont j'ai parlé, mais qui est un monstre, je ne l'ai pas noté. On a des monstres, on a des mutants, on les entend, on les voit pas, mais on les entend. On a du clonage, on a de la pollution, c'est très fréquent dans la science-fiction de cette époque-là. On a des planètes extraterrestres et on a des robots, on a plusieurs robots, et on a des pouvoirs psychiques, des pouvoirs extrasensoriels. Alors, il nous manque pas mal juste le voyage dans le temps, puis on a une carte complète, là. Il n'y en a pas, le voyage dans le temps, hélas, dans ce film-là. Mais ça, c'est cool. Puis bon, les robots sont pas très bien réussis, puis les extraterrestres... il y en a un qui est... L'idée est cool, c'est que c'est une sorte de pieuvre, en fait, puis il est dans un aquarium, en gros. Puis une de leurs étapes, quand ils vont vers l'autre planète, c'est qu'ils vont reconduire cette pieuvre ambassadrice de l'espace sur sa planète aquatique. Ça, c'est cool, mais la pieuvre... n'est pas présenté comme... C'est un extraterrestre, mais il pense exactement comme un soviétique. Un soviétique gossant, en plus. Là. Ils n'ont pas... quand tu regardes un film comme Arrival, n'est-ce pas? Les extraterrestres, c'est clairement une autre race. Le film est beaucoup basé là-dessus. Ils pensent pas comme nous autres. C'est pour ça que c'est bon en crise, Arrival. C'est une des nombreuses raisons. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Arrival, c'est le film qui m'a redonné espoir au cinéma. Hein? Parce que moi, j'avais perdu complètement toute foi en l'art cinématographique. Arrival m'a redonné la foi au cinéma. C'est Denis Villeneuve qui a fait ça. Denis Villeneuve, merci. Ça pour dire que là-dedans, notre martien, lui aussi, c'est une caricature. Ça aurait pu être un gars... un être humain, il serait comporté exactement pareil. Il est prétentieux. Il se pense, bon, ok. Mais le fait est que, quand même, il y a beaucoup d'extraterrestres. Puis il y a celui-là en particulier qui est clairement non humanoïde. Puis ça, c'est cool. Donc, puis un petit détail qui me vient en tête aussi, c'est les humains de l'autre planète, là, les humanoïdes de l'autre planète. C'est ça, eux, ils ont une forme humaine, et pas qu'on les reconnaisse comme extraterrestres. Ils ont fait le choix, le réalisateur a fait le choix ou le film de costume, là. Ils ont une barbe, mais c'est juste une ligne d'un côté, en fait. Comme, ce qu'ici, ils sont glabres de ce côté-là, mais ici, c'est juste une ligne de poils, là, de barbe. Puis, c'est vraiment bien pensé. C'est niaiseux, c'est un petit détail, mais... qu'est-ce qu'on peut faire pour identifier que c'est des extraterrestres? Qu'est-ce qu'on peut faire comme coupe de cheveux qui fait extraterrestre? Ah, ça, personne n'a ça sur Terre. Ben, c'est cool. C'est un petit détail, mais c'est cool. Fait que, voilà, donc, comme on peut voir, il y a quand même pas mal d'éléments intéressants là, dans le film. Je sais pas si je les ai tout nommés, mais il y en a assez pour que ça vaille la peine de le voir. Faut quand même dire que le film dure 2h30. En tout cas, dans la version que moi j'ai vue. Il y a une version qui dure 1h20 peut-être, 1h30. Là. Il y a toutes sortes de versions qui flottent. Puis il y a une version qui est sortie, d'après ce que j'ai vu en ligne, là, qui est sortie dans les années 2000 quelque chose.
euh, réalisé ou remonté par le fils du réalisateur, là, donc M. Viktorov, et qui, entre autres, retire tout ce qui est considéré comme de l'idéologie communiste du film. Ils ont coupé 25 minutes du film. Puis, bon, moi, j'ai vu la version complète, là. Puis, je pense que ça serait vraiment une erreur de couper ces séquences-là. Puis que, ben, c'est justement, si tu enlèves des séquences parce que tu n'aimes pas l'idéologie, c'en est un choix idéologique. Hein? Fait que tu peux pas faire semblant que tu es moralement supérieur parce que tu es contre les idéologies, si tu veux, là, parce que tu trouves, c'est parce que tu trouves que ton idéologie est supérieure. T'sais. Bon, puis c'est un peu le point que je voulais mentionner, parce que je parle surabondamment d'idéologie depuis tantôt, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que je trouve même qui est hyper, hyper, hyper important, parce que, à mon humble avis, on baigne dans l'idéologie full pin, hein? Mur à mur. Puis on a toute l'impression que non, 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 ça ne nous affecte pas, on le voit pas. Parce que quand tu baignes dans l'idéologie en question, tu la vois pas, justement, bien souvent.